Si je devais vous résumer la décennie des années 60 aux 24 heures du Mans, je pourrais le faire en utilisant que deux mots, Ford et Ferrari. Et si cette lutte va nous passionner à la fin de la décennie particulièrement, elle prend ses racines au début de celle-ci. Il faut savoir qu'à partir de 1960, Ferrari va remporter Le Mans, ainsi qu'en 61, en 62 et en 63. On retrouvait notamment des Ferrari 250, 275, 330, donc des voitures vraiment magnifiques, qui en plus d'être magnifiques étaient rapides et fiables, donc ça leur permettait évidemment de gagner les 24 heures du Mans, et avec en général une belle domination de la concurrence. On pense par exemple au triplé, au classement général en 1961 et en 1962, et même un sextuplé en 1963. Le pilote belge Olivier Gendebien va continuer à collectionner les victoires aux 24 heures du Mans. Il s'était imposé une première fois en 58, il le fera donc chaque année de 60 à 62, avec tout d'abord comme équipier Paul Frère, qui était un pilote journaliste belge très connu également, et aussi Phil Hill, qui est devenu champion du monde de Formule 1 en 1961 et qui avait accompagné Gendebien lors de son premier succès. Et n'allez pas croire que les autres marques venaient simplement pour faire de la figuration au Mans, parce que notamment en 60, Aston Martin a par exemple engagé un certain Jim Clark. Donc vraiment, les autres marques voulaient gagner, mais la domination de Ferrari était totale. Et à l'époque, Le Mans, ça vous garantissait quand même une retombée internationale assez forte en tant que marque. Et ça, une marque comme Ford l'a vu d'un très bon œil. Lee Iacocca, qui était vice-président de Ford à l'époque, s'est dit « Bon, écoutez, on doit aller au Mans, maintenant, créer de toutes pièces un programme est long, coûteux, pourquoi ne pas tenter de racheter Ferrari, dont on sait qu'ils sont en certaines difficultés financières. Et même si donc Ferrari domine absolument la scène internationale, surtout en endurance, dans ces années-là, évidemment, ça n'est pas le mastodonte qui est Ford en termes d'automobile générale, et donc on se dit que c'est vraiment possible, et les discussions vont débuter dès le début de l'année 1963, elles vont se poursuivre assez longuement, mais assez vite on se rend compte qu'on va dans des chemins de traverse, et qu'on n'avance pas trop finalement, on n'arrive pas trop à se dépêtrer de ce bourbier. Henry Ford II lui-même va aller rencontrer Enzo Ferrari, qui apparemment n'a même pas souhaité le voir, et finalement, ça vous le savez certainement, le rachat a capoté, et c'est finalement Fiat qui va rafler la mise quelques années plus tard. Et cela aurait pu s'arrêter là, on tente de racheter une marque, on n'y arrive pas, coup dur. Sauf que chez Ford, la pilule n'est pas passée du tout. Et Henry Ford II, dont je viens de vous parler, il va se dire, ok, pas de souci, ils ne veulent pas être rachetés, on va aller les battre. Mais les battre sur leur terrain, là où ils ont quasiment une seconde maison maintenant, Le Mans. Et donc c'est ainsi que le projet de la Ford GT40 est né. La Ford GT40 Mark I arrive donc aux 24 heures du Mans en 1964, et tout de suite, on sent qu'au moins en rythme pur, ça fonctionne, puisque Richie Kinter va parvenir à mettre sa voiture en première ligne, en deuxième position, derrière l'une des Ferrari. Et au départ de l'épreuve, c'est Ginter qui va mener la danse, et on se dit ça y est, le duel Ford-Ferrari est là, dès la première année en plus. Malheureusement, les trois voitures engagées cette année-là ont toutes dû abandonner suite à des problèmes mécaniques, et en plus, la ligne droite des Hunaudières, très très longue à l'époque et surtout assez bosselée, a réussi à déceler en fait l'un problème de cette Ford GT40, c'est que l'avant se soulève un petit peu trop facilement à haute vitesse, ce qui fait que des fois les pilotes n'avaient quasiment plus les roues avant en contact avec le sol. Et comme on le verra notamment dans la vidéo sur les années 90, c'est pas toujours une bonne chose, ça. Alors que Lola était impliquée sur la première version de cette Ford GT40, la marque à l'ovale bleu va aller se tourner vers Carroll Shelby et son pilote Ken Miles pour justement essayer de régler un petit peu les quelques soucis aérodynamiques, ce qu'ils parviendront à faire, et surtout greffer un V8 de 7 litres de cylindrée dans l'auto. Oui, ça marche tout aussi bien comme ça. Et puis si vous voulez en savoir plus sur l'histoire justement de la genèse de cette Ford GT40 Mark II, je vous conseille bien évidemment l'excellent film Le Mans 66 qui en parle totalement. Ford arrive donc en confiance pour l'édition 1965 avec 2 GT40 Mark II et 4 Mark I, donc on commence quand même à augmenter le nombre de voitures engagées, et en plus, les Mark II sont les plus rapides, donc tout commence plutôt bien. Jusqu'à la 7ème heure de course, parce qu'en fait, à la 7ème heure de course, il n'y a plus de Ford en compétition. Elles ont toutes abandonné sur des problèmes mécaniques, une véritable humiliation. Surtout que Ferrari s'impose une nouvelle fois. C'est déjà la 6ème année consécutive que Ferrari gagne Le Mans, donc il faut absolument changer les choses du côté de Ford. Et en 1966, Ford arrive avec 8 Ford GT40 Mark II et plusieurs autres Mark I qui continuent d'être développés en fait. Cette voiture, c'est certes la première version, mais elle continue à être développée, elle gagnera même des courses un peu plus tard, et là ils veulent absolument battre Ferrari. La marque italienne a senti quand même le vent tourner, donc ils ont développé une nouvelle voiture, la 330 P3. Mais bon, seuls 3 Ford GT40 verront l'arrivée, mais aux 3 premières places. Alors que toutes les Ferrari 330 P3 ont abandonné sur problème technique, ça y est, Ford a enfin battu Ferrari au Mans, et de manière éclatante. Bruce McLaren et Chris Amon s'imposent donc pour quelques petits mètres devant la voiture de Ken Miles et de Denny Hulme,
Bon, c'était une arrivée groupée qui était voulue par le président de la branche compétition de Ford, histoire quand même de montrer un petit peu la supériorité des GT40 sur cette course. La machine était alors lancée et Ford ne sera plus battu aux 24 heures du Mans jusqu'en 69 inclus. 1969 qui était une année également assez spéciale, parce que certes dans ces années-là Ferrari a toujours essayé de se battre, on a aussi d'autres marques qui sont venues aux 24 heures du Mans, et puis en 1969, Jackie Ickx défrait un petit peu la chronique. Vous le savez, à cette époque-là, il y avait le départ type Le Mans, c'est-à-dire qu'on rangeait les voitures en épi, les pilotes étaient en face et devaient courir vers les voitures, sauter dedans et partir le plus vite possible. Et ça posait des problèmes évidents de sécurité parce que certains ne prenaient pas le temps justement de s'attacher correctement. Ils se disaient, bon, je vais rouler 10 tours, il y a largement le temps de s'arnacher dans les virages lents du circuit. Jackie Ickx, le pilote belge, a donc dit, ok, pas de souci, courez, moi je vais marcher. Sur la ligne de départ, il a donc marché vers sa Ford GT40, il est rentré dedans, il s'est harnaché tranquillement, et il est parti, dernier, loin derrière la meute. Un genre de protestation silencieuse, si vous voulez, de la part de Jackie Ickx, qui voulait aussi montrer évidemment les quelques problèmes de sécurité qu'on avait à cette époque-là aux 24 heures du Mans, et l'histoire lui donnera malheureusement raison dès le premier tour de la course, puisque John Wolfe va quitter la piste au volant de sa Porsche 917, et va décéder dans le premier tour de cette épreuve. Et si Jackie Ickx était loin du peloton au départ de la course, eh bien, il est évidemment remonté avec son équipier Jackie Oliver au fur et à mesure, et en fait la course est devenue un petit peu une bataille à distance entre les Porsche et la Ford GT40 de Ickx et Oliver. Et dans les derniers tours, la Porsche 908 LH coupée de Hans Herrmann est au coude à coude avec Jackie Ickx dans la Ford GT40, et les derniers tours sont absolument somptueux, les deux voitures se passent, se redépassent, utilisent l'aspiration, elles souffrent aussi toutes les deux de problèmes techniques, donc c'est un petit peu compliqué à certains moments, et en plus il faut commencer à économiser de l'essence parce qu'on n'est pas sûr de terminer la course. Jackie Ickx va même à un moment donné laisser passer la Porsche en feignant un problème d'essence, et puis en fait il s'est mis à l'aspiration pour économiser et aussi pouvoir doubler, c'était absolument merveilleux, et à l'arrivée, 120 mètres seulement vont séparer Jackie Ickx, vainqueur, de Hans Herrmann, deuxième sur sa Porsche. De quoi terminer les années 1960 en véritable feu d'artifice. Et si vous voulez entendre pour la première fois Porsche dans l'une de mes vidéos sur les 24 heures du Mans, croyez-moi, ça n'est pas la dernière fois que vous allez entendre parler de la marque allemande, mais ça on en parlera dans les prochaines semaines, à commencer par mercredi prochain. Merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo, n'hésitez pas évidemment à mettre un pouce vers le haut si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne, et surtout à la partager un maximum, parce que le centenaire des 24 heures du Mans est de plus en plus proche. À la prochaine, ciao ciao.